10 millions de soldats et 9 millions de civils sont morts durant la guerre. « 6 000 soldats perdent la vie chaque jour. « 8 millions d'orphelins. L'hécatombe d'une génération en âge de procréer cause un déficit de la natalité. Pour combler le déficit, la France accueille de nombreux immigrants dans les années 1920, polonais, italiens, espagnols. 20 millions de personnes sont blessées. Les éclats d'obus broient les membres, éventrent les corps. « 6,5 millions de blessés seront handicapés à vie. Certains blessés ont perdu la vue, voire une partie de leur visage, les gueules cassées. La force des obus est telle que, pour certains soldats, il ne reste plus rien. Après l'armistice du 11 novembre 1918, la paix est officiellement signée le 28 juin 1919 au château de Versailles. Les délégations des États alliés sont reçues en grande pompe sous les ovations de la foule. Elles sont accueillies à l'entrée d'honneur du château. Par contre, les plénipotentiaires allemands doivent passer par l'arrière du château. Les représentants des principales nations alliées sont Clemenceau pour la France, Wilson pour les États-Unis, Lloyd George pour la Grande-Bretagne, Orlando pour l'Italie. Le traité déclare l'Allemagne et les empires centraux responsables des dommages subis par les Alliés pendant la guerre. Le montant des réparations que devront payer les vaincus est fixé à 132 milliards de marks or. Le traité de Versailles crée par ailleurs la Société des Nations, l'ancêtre de l'ONU. Avec une quinzaine d'autres traités régionaux, le traité de Versailles redessine la carte du monde. Outre les réparations à payer, l'Allemagne perd ses colonies en Afrique et en Asie au profit de l'Angleterre, de la France et du Japon. Quatre empires disparaissent. L'empire austro-hongrois, l'empire allemand, l'empire russe, l'empire ottoman. À l'Est, après la Finlande qui s'est émancipée de la Russie en 1917, les trois États baltes deviennent indépendants. Estonie, Lettonie, Lituanie. L'Empire austro-hongrois fait place à 4 nouveaux pays. Tchécoslovaquie, Autriche, Hongrie, Yougoslavie. L'Allemagne restitue l'Alsace et la Lorraine à la France. L'Allemagne cède également des cantons à la Belgique et au Danemark. La Pologne, devenue indépendante, récupère une partie du territoire allemand.
La Prusse orientale est coupée du reste de l'Allemagne par une bande de terre. L'Italie obtient le Trentin et l'Istrie. La Roumanie reçoit la Transylvanie. La Roumanie et la Grèce gagnent du territoire sur la partie européenne de l'Empire ottoman. L'Empire ottoman perd aussi la Syrie, la Palestine et ses autres territoires arabes. En 1923, le traité de Lausanne fixe les frontières de la Turquie qui succède à l'Empire ottoman. La nouvelle carte politique du monde ne résout cependant pas tous les problèmes. De nombreuses revendications nationales subsistent un peu partout, en Europe et ailleurs. Le traité de Versailles sème les graines du prochain conflit mondial. En Russie, durant la guerre, la misère et la faim créent les conditions de la révolution. En février 1917, le soulèvement populaire provoque l'abdication du tsar Nicolas II. C'est la fin de l'Empire russe et du système tsariste. La Russie devient pour quelques mois une république démocratique. En octobre 1917, la situation désastreuse de la Russie conduit à une seconde révolution. La révolution d'octobre porte Lénine et les bolcheviks au pouvoir. La Russie soviétique signe l'armistice avec l'Allemagne en décembre 1917. Le traité de Brest-Litovsk, signé en mars 1918, officialisera la paix entre la Russie et l'Allemagne. La révolution russe modifie le cours de la Première Guerre mondiale. Elle aura des répercussions tout au long du XXe siècle. En Allemagne, le 9 novembre 1918, l'abdication de Guillaume II marque la fin d'une autre monarchie absolue. Le 12 novembre 1918, l'empereur d'Autriche-Hongrie, Charles Ier, cède à son tour le pouvoir. En Turquie, après la fin de l'Empire ottoman, une république laïque est proclamée en 1923. L'Europe est transformée géographiquement, mais aussi politiquement avec la chute des grandes monarchies absolues. Les territoires situés dans les zones de combat sont dévastés. Certains villages sont rayés de la carte. Les dommages touchent les usines, les mines et l'ensemble du parc industriel. Les terres agricoles atteintes par des milliers d'obus sont inexploitables. Il faut remettre en état les habitations, les écoles, les hôpitaux, les routes, les infrastructures industrielles, portuaires, ferroviaires, etc.
Tous les pays ont emprunté pour financer la guerre. Dans l'Europe ravagée, les gouvernements doivent continuer d'emprunter pour reconstruire, indemniser les sinistrés, payer les pensions aux victimes. En Allemagne, la situation est pire encore. Il faut aussi emprunter pour payer les réparations. Les réserves d'or sont au plus bas. L'Amérique souscrit largement aux emprunts européens. Pendant la guerre, l'inflation avait déjà atteint en Europe des niveaux inconnus depuis longtemps. Après la guerre, en Allemagne, l'inflation s'accélère encore et atteint des sommets inimaginables. En novembre 1923, un dollar vaut 4200 milliards de marks. En 1918, un œuf coûtait 0,25 marks. En 1923, il coûte 80 milliards de marks. Une livre de beurre coûte 210 milliards de marks. La misère s'installe. En 1923, la valeur nominale des billets allemands devient astronomique. La monnaie ne vaut plus rien. Alors que menace la guerre civile, Gustav Stresemann devient chancelier. Il crée une nouvelle monnaie et prend des mesures radicales pour assainir l'économie. L'Autriche, qui souffre aussi d'une hyperinflation, fait de même et crée une nouvelle monnaie, le shilling autrichien, basé en partie sur l'or. Le plan de l'américain Dawes, signé à Paris en 1924, permet de compléter le sauvetage financier de l'Allemagne. Des livraisons d'or et un emprunt international apportent les capitaux nécessaires à l'Allemagne. Le plan autorise aussi le paiement en nature des réparations, charbon, produits chimiques, matériel de chemin de fer. Débiteur de l'Europe avant la guerre, les États-Unis en sont maintenant les créanciers. Cet épisode d'hyperinflation traumatisera pour longtemps la mémoire du peuple allemand. Lors de la Première Guerre mondiale, les Européens ont fait venir des millions d'hommes de leurs colonies. Ils ont combattu en Europe et au Moyen-Orient. Ils ont aussi servi de main-d'œuvre à l'arrière. Ou dans les usines. Beaucoup perdirent la vie loin de leur terre natale. La guerre changea la vie et la vision du monde de ceux qui survécurent. Leurs expériences, transmises aux générations suivantes, contribuèrent à déclencher la décolonisation.
Dans L'aurore de la guerre, la médecine fait un bond en avant. Les conséquences psychiques des traumatismes sont mieux prises en compte. L'industrie progresse également pour produire les matériaux résistants des blindés. La guerre aérienne va servir le développement de l'aviation civile. Les gaz de combat nourrissent l'innovation dans la chimie. L'organisation du travail à l'américaine permet de faire face à la pénurie de main-d'œuvre. Après la guerre, le travail à la chaîne se généralise. Les femmes ont joué un rôle très important entre 1914 et 1918. Elles ont pris la place des hommes partis à la guerre. L'émancipation des femmes est en route. En 1918, les femmes obtiennent le droit de vote en Allemagne, aux États-Unis, au Royaume-Uni. La France n'accordera le droit de vote aux femmes qu'en 1944. À partir de 1924, les filles et les garçons auront les mêmes programmes d'enseignement et les mêmes baccalauréats, ce qui n'était pas le cas avant la guerre. Elles peuvent, en plus grand nombre, faire des études supérieures. La mode libère les femmes. Plus de corsets, robes raccourcies, coupe de cheveux au carré. La remise en cause des codes et valeurs traditionnelles touche également les arts. L'absurdité de la guerre mène les artistes à l'absurdité du monde. Le surréalisme est en germe.